Bonjour à tous, merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, ici à Washington, le Premier ministre ivoirien, M. Daniel Kablan-Dakan. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Vous êtes évidemment à Washington dans le cadre de ce sommet historique États-Unis-Afrique qui a eu lieu ici pendant 3 jours. Quelles sont vos impressions? Ce sommet s'est achevé hier. Je vais d'abord dire que j'étais heureux de représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui se faisait d'ailleurs un plaisir d'être ici. Malheureusement, il se trouve que le 7 août, nous avons la fête nationale à Abidjan. Et donc les contraintes ont été telles qu'il a dû rester là-bas. Il a bien voulu nous demander d'être ici. Et il y a eu d'excellents échanges sur différents thèmes, mais aussi au niveau donc, du gouvernement, où nous avons eu hier une réunion de très haut niveau avec le président Obama sur plusieurs thèmes qui ont donc été évoqués. Donc les thèmes concernant la préparation de la nouvelle génération, les problèmes concernant la paix et la sécurité, les problèmes relatifs donc aux jeunes, à l'éducation, etc. Donc les thèmes sont importants et essentiels pour le développement de l'Afrique. Donc nous sommes sortis de là donc, de manière très satisfaits parce que d'abord il a fait plusieurs annonces importantes. La première, c'est d'abord que effectivement le forum ne se termine pas seulement maintenant. Il y aura donc d'autres forats qui vont venir à l'avenir. Ce sera un système permanent. Donc ça nous conforte donc, dans nos espérances. La deuxième chose importante qui a donc été annoncée, c'est le fait que dans le cadre de ce qu'ils appellent Power Africa, nous allons avoir 26 milliards de dollars, permettant donc de donner l'électrification à 60 millions de personnes, au lieu de 5 millions prévus initialement. Et ensuite, au niveau de la sécurité, il a fait des annonces de plus de 100 millions de dollars pour appuyer donc, les forces de sécurité donc, dans la région africaine et dans l'agriculture, dans la lutte contre l'Ebola. Donc il y a plusieurs thèmes qui ont donc été abordés et dans chaque point, il a été bien précis en indiquant ce que les États-Unis peuvent faire. Au cours de ce sommet, l'actualité a évidemment pris part puisqu'il y avait la crise de l'Ebola. Le Libéria a décrété l'état d'urgence pour faire face au virus. Comment la Côte d'Ivoire se prépare-t-elle alors que l'épidémie touche ses voisins? La Côte d'Ivoire s'est déjà préparée. Dès qu'il y a eu le premier cas signalé donc, en Guinée, disons que Conakry, si je puis dire, parce qu'on savait que si des dispositions n'étaient pas prises en Côte d'Ivoire, du fait donc de la qualité des relations avec ce pays frère et du fait donc des mouvements des populations, la maladie peut venir en Côte d'Ivoire. Quelles sont les dispositions qui avaient été prises en son temps et qui sont d'ailleurs renforcées maintenant? La première disposition, c'est qu'il y a donc des tampons à la frontière au niveau donc en matière hospitalière, renforcement donc des hôpitaux qui sont le long de la frontière pour pouvoir traiter les cas les plus rapides, détecter ces cas, mais aussi il a été donc convenu que nous pourrions donc, amener les populations à ne pas consommer de ce qu'on appelle la viande de brousse, c'est-à-dire les singes, les agoutis, donc les chauves-souris, de manière à ce que, parce que ça peut être des porteurs donc, de maladies. Donc la Côte d'Ivoire a commencé assez tôt. Et le président de la République a donné des instructions au moment où nous partions qu'on renforce. Comme vous savez, la maladie s'est étalée depuis la Guinée donc vers le Libéria et ensuite vers la Sierra Leone. On a quand même près de 700 morts. Donc il faut, prendre des mesures particulières. Autrement, je voulais ajouter, c'est qu'il y a une approche maintenant régionale, puisqu'il y a une réunion donc à Accra, au niveau de la CEDEAO, pour qu'il y ait un combat d'ensemble. Et comme vous le savez, la communauté internationale a commencé à appuyer donc, la région avec donc, l'Organisation mondiale de la santé et aussi les États-Unis, et puis donc qui vont aider en matière à la fois financière et technique pour permettre donc de circonscrire la maladie donc, dans cette région. Mais est-ce que vous avez le sentiment que l'aide de la communauté internationale est suffisante dans cette crise? Il faut d'abord que les États eux-mêmes fassent les efforts donc, de base. C'est ce qu'on a déjà fait, ce qu'on continue donc de faire. Mais il est important d'avoir l'expertise, disons que la communauté internationale et aussi le soutien financier parce que, après tout, c'est quand même des sommes importantes qui sont en jeu. Et si je me souviens bien, je crois que l'OMS devait apporter autour de 115 millions de dollars. Les États-Unis vont appuyer aussi à la fois donc, avec des médecins, mais aussi avec, des moyens financiers. Et je crois que la communauté internationale est maintenant assez alertée pour prendre ça en compte parce que, comme on l'a indiqué, ce n'est pas une maladie seulement, ce n'est pas national. Ce n'est même pas régional puisque les gens en voyagent. On a vu qu'il y a eu des cas
disons, qui touche les pays développés. Donc c'est une bataille commune de l'ensemble de la communauté internationale pour vaincre cette maladie. Alors, ce forum États-Unis-Afrique était placé sous le thème du business, de l'économie. Un des points fondamentaux pour les Africains, c'est évidemment l'AGOA qui doit être renouvelée. C'est le souhait, en tout cas, des autorités américaines. Quelle est l'importance de cette loi américaine pour votre pays, la Côte d'Ivoire? On le rappelle, le premier pays producteur de cacao, notamment. C'est exact. Vous avez bien fait de souligner que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao, avec 1,5 million de tonnes en moyenne donc, par an. Et nous constituons 40% des exportations donc de cacao. L'AGOA est important. Nos échanges avec les États-Unis sont autour de 1,5 million. Donc c'est autour donc d'1,2 milliard de dollars. Vous savez que les échanges entre l'Afrique et les États-Unis, hormis le pétrole et les ressources de matières premières, sont de 5 milliards de dollars. Ce n'est pas important. On doit aller plus loin que ça, parce que les potentialités des échanges sont énormes. Donc la Côte d'Ivoire, pour répondre à votre question, nous estimons que l'AGOA est vraiment important, puisque ça nous permet donc d'exporter une série donc, de produits vers les États-Unis, notamment le textile, des certain de produits donc, industriels. Et le renouvellement va nous permettre de mieux utiliser donc, cette potentialité, puisqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, comme vous le savez, qui avait fait que la Côte d'Ivoire n'a pas suffisamment utilisé cela. Mais nous sommes maintenant en capacité de le faire, et c'est ce que nous allons faire dans les années à venir. Vous parlez justement de la crise en Côte d'Ivoire qui a été un des facteurs déstabilisants pour la filière cacao. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait des mesures prises pour le redressement de la filière cacao en Côte d'Ivoire? Certainement. Et vous avez raison d'indiquer que des mesures ont été prises. Disons que je dois dire qu'il y a une réforme en matière donc, du secteur du cacao qui a consisté d'une part à faire en sorte que 60% du revenu du prix international soit donné aux paysans. 60% du prix international. Si le prix international est à 600, est à 1000, on donne 600 francs CFA au monde paysan. Actuellement, vous savez que les prix sont plus élevés, à tel point que pour la campagne prochaine, le président a décidé que ce soit 750 francs CFA le kilo et qui est donné au monde paysan. Ça entraîne automatiquement une amélioration de la qualité et disons une augmentation de la production. Je disais qu'on est autour d'1,5 million et 1,6 million tonnes. Bien, donc ça c'est important. L'autre élément qu'il faut souligner, c'est que la transformation sur place, il y a certaines entreprises occidentales, notamment pour les États-Unis, Cargill, qui est sur place. Nous les avons rencontrés d'ailleurs dans le cadre de la Chambre de commerce. Disons que nous essayons de voir avec ces entreprises comment nous pouvons donc, disons que, augmenter la capacité de transformation donc, sur place. Nous allons voir dans une rencontre avec le secteur de transformation du cacao en Côte d'Ivoire au mois donc, de novembre prochain pour booster la transformation sur place. Il a beaucoup été question d'intégration régionale lors de ce sommet. Que pouvez-vous nous dire concernant l'annonce d'une construction d'une autoroute entre Yamoussoukro et Ouagadougou? Il y a 2 autoroutes d'ailleurs qui vont être construites. Il y a effectivement Yamoussoukro-Ouagadougou. La Côte d'Ivoire a fait déjà, à partir de Saint-Grobo, à 140 km d'Abidjan, terminé donc Saint-Grobo-Yamoussoukro, qui a été inauguré par le président de la République le 11 décembre dernier. Nous allons probablement commencer en début d'année prochaine de Yamoussoukro à Tiébissou. Et ensuite, maintenant, nous allons aller vers le nord, à Bouaké, qui est la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Et ensuite, effectivement, vers Ouagadougou. On a eu un sommet, disons que, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui a permis donc de confirmer ces éléments-là. Et les 2 pays vont aller de concert pour obtenir le financement de la communauté internationale. Il y a à peu près 1200 km donc d'Abidjan à Ouaga. Et nous comptons donc le faire, non pas seulement au niveau donc, de l'autoroute, mais aussi au niveau du chemin de fer, puisque le chemin de fer va être, disons que, remis à niveau et faire en sorte que les trains qui vont actuellement entre 40 km à l'heure vont passer à 100 ou à 120 km à l'heure. Vous voyez, donc il y a cet élément là-bas. L'autre axe d'autoroute que nous devons faire, c'est entre Abidjan et Abuja. Donc, non, Abidjan et Lagos, doit-on dire. Abidjan, Abidjan, Lagos, qui fait à peu près 1200 km. 1200 km, disons 1 millier de kilomètres, mais qui va aller donc d'Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou et Lagos. Ça concernera 30 millions de personnes.
Et c'est vraiment un projet très important au niveau régional. Et comment expliquez-vous ce paradoxe? La Côte d'Ivoire a des chiffres de croissance impressionnants, suite évidemment à la sortie de la crise post-électorale, et pourtant beaucoup d'Ivoiriens ont le sentiment de ne pas profiter des fruits de cette croissance. Qu'en pensez-vous? Dans la période de crise, ça a été très difficile, elle a duré presque plus de 10 ans. Et la pauvreté a augmenté en Côte d'Ivoire. Vous savez que le taux de pauvreté était autour de 50%. Et le président de la République veut réduire de moitié cette pauvreté sur la période 2012-2015. Parce que les Ivoiriens avaient un niveau de vie qui était enviable dans la sous-région. La crise a fait que la croissance était faible. Cette période-là-bas, elle était autour de 1 point, 1,5 point sur ces 10 ans. Même pas, d'ailleurs, c'est autour d'1 point de croissance. Or, la population augmente de 3%, 3,2%. C'est ce qui explique l'augmentation de la pauvreté. Donc, maintenant, avec les croissances de 9,8% en 2012, 9% donc en 2013, et attendu autour de 10% cette année-ci, les conditions commencent à s'améliorer. Mais vous ne pouvez pas, en 2-3 ans, disons que gober l'ensemble. Donc vous demandez de la patience aux Ivoiriens? Non, on leur explique les choses pour qu'ils comprennent. Ils commencent déjà à ressentir certains éléments. Comment? Le SMIC a été augmenté, vous savez, il était autour de 36 000, il est passé à 60 000 francs. C'est ça l'élément. Vous savez aussi que nous avons augmenté le salaire des fonctionnaires. Il faut quand même noter cela. Et puis l'emploi est en train de se développer en Côte d'Ivoire. Disons qu'il y a eu 222 000 emplois créés dans le secteur formel. Il y a 1 million d'emplois quand vous prenez donc le secteur informel. Donc tout ça montre que ça bouge. Vous avez les grands travaux qui ont commencé, à la fois au niveau d'Abidjan qu'à l'intérieur des pays en matière d'eau, d'électricité. Et les gens le sentent à ce niveau. Bien sûr, c'est humain. Plus vous en avez, plus vous en demandez. Les États-Unis, vous avez un niveau ici qui est important, mais on en demande toujours plus. Donc je comprends effectivement l'impatience des Ivoiriens, en partie, mais il faut aussi comprendre qu'il faut du temps pour gommer tous les effets de la crise. Et c'est ce qui est en train de se faire. Vous savez que le président de la République veut transformer ce pays en un pays émergent en 2020. Voilà, c'est ce travail qui est en cours d'être fait. Le pays est un véritable chantier dans tous les secteurs, et même dans le domaine agricole, puisque nous avons un programme dit PNIA, Programme National d'Investissement Agricole, de 4 milliards de dollars, et qui permet donc de transformer l'agriculture ivoirienne en une agriculture vraiment très, très moderne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale est derrière vous et qu'on a vraiment accompli le chemin de la réconciliation? Vous savez, rien n'est définitif ici-bas. Mais ce que je peux dire, c'est que nous progressons fortement. Quelques exemples pour indiquer cela. L'édition avec l'opposition s'est fait d'abord dans le cadre donc, de la commission du dialogue vérité et de réconciliation qui a été mise en place sur le modèle sud-africain. Il faut quand même noter qu'il y a eu quand même 3000 morts pendant la période de crise. Il fallait discuter avec les uns les autres. Disons que ramener donc la sérénité, c'était fait à ce niveau. Ici, le gouvernement lui-même a discuté avec les partis d'opposition. Vous savez qu'à Grand Bassam, donc à la mi-2012, a été mis en place ce qu'on appelle le CPD, le cadre de dialogue permanent, le cadre permanent de dialogue, qui a permis de suivre avec 11 partis d'opposition. Et quand le président Ouattara a bien voulu donc, nous désigner comme Premier ministre, nous avons enclenché un dialogue direct avec le FPI. Il rentre dans la commission, c'était fait. Mais il critique toujours le fait qu'il y ait un représentant du président de la République parmi ces 17 membres. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est normal que l'opposition critique. Mais elle est devenue constructive puisqu'elle avait refusé au départ de rentrer dans la commission. De ce que j'ai comme information ici, c'est que hier, ils ont décidé de rentrer dans la commission électorale indépendante. C'est un pas important. Et ça va vers la réconciliation. Je pense qu'on est tous frères. Il faut qu'on construise ce pays ensemble. Vous voyez, et c'est ce qu'on a expliqué. Je suis heureux et je les félicite d'avoir accepté de rentrer dans la commission électorale indépendante. Et je pense qu'on va aller avec des élections apaisées, justes et transparentes, de manière à ce que le meilleur gagne. C'est ce que nous souhaitons. Mais comment est-ce possible quand beaucoup d'Ivoiriens ont encore l'impression qu'il y a une justice des vainqueurs? Et vous avez parlé de la crise post-électorale et des 3000 morts, et que beaucoup d'anciens partisans de Laurent Gbagbo ont été soit arrêtés, soit jugés, mais que de l'autre côté, dans les partisans d'Alassane Dramane Ouattara, beaucoup pour le moment n'ont pas été inquiétés alors que des crimes ont été commis dans les deux camps. Comment vous pouvez répondre à cette frustration du côté des partisans de l'ancien président ivoirien? C'est facile à expliquer. Encore faudrait-il que les gens l'expliquent correctement, que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Voilà, donc, avril 2011, chute de l'ancien régime. Il
il y a eu des crimes qui ont été commis par des gens qui étaient en place. C'est ce qu'on appelle le flagrant délit. En ce sens, ils ont géré le pays. Il y a eu énormément de morts. On a parlé de 3000 morts des deux côtés, bien sûr. Vous avez aussi donc la Banque centrale qui a été dévalisée. Donc, ceux qui ont été pris en flagrant délit ont été donc arrêtés, oui, par le gouvernement. Mais effectivement, vous avez raison de dire qu'il faut travailler sur les deux bords. Qu'est-ce qui a été fait? Le président de la République a mis en place une commission nationale d'enquête qui a sorti son rapport en août 2012. Et si vous lisez cette commission d'enquête, le rapport, les deux côtés sont concernés, puisque les gens ne croyaient pas que la commission d'enquête allait faire son travail. Lisez le rapport, les gens des deux bords sont concernés. Ce rapport qui a été présenté au président de la République a été transmis à la justice. Et la justice est en train de faire son travail. Mais pourquoi ça prend du temps? Il y a 3000 morts. Les juges étaient où pendant la crise? Les juges avaient tous fui le pays, pour une bonne part. Il fallait qu'ils reviennent. Deuxième élément, il y avait eu donc des bureaux, disons que les cours qui avaient été saccagés. Il a fallu les remettre en état, les reconstruire. Mais ça prend du temps pour mettre tout ça en place. Ceux qui ont été en flagrant délit, le flagrant délit, c'est que vous êtes pris sur le champ, on vous met en prison et on vous juge. En ce qui concerne donc les autres cas, c'est-à-dire ceux des deux bords, ils seront donc jugés conformément à la justice. Je pense que, compte tenu donc du nombre d'expertises à faire en matière légale, parce qu'il y a eu des morts, il faut les sortir des tombes. Il faut expertiser, savoir de quoi ont été tués. C'est un travail gigantesque. Donc je pense en fait qu'il faut laisser le temps à la justice. Le temps des politiques n'est pas le temps de la justice. La justice doit être sereine et faire son travail. C'est ce qu'elle est en train de faire. Je pense que les uns et les autres verront, puisque le président de la République a dit à plusieurs reprises, il n'y aura pas d'impunité, quel que soit le bord. Y compris pour les com zones, ce qu'on appelle les com zones. Tout le monde, tous ceux qui auraient commis des fautes, disons que des tueries, disons que sans raison, disons que des massacres, des homicides, disons que des crimes de guerre, ceux qui relèvent donc de ces crimes là-bas seront jugés. Voilà, c'est ce que je peux vous dire à ce niveau. Et je pense que le président Alassane Ouattara est un homme de parole. Je pense que laissez-le venir les choses et vous verrez. Le président Alassane Ouattara a annoncé hier une grâce présidentielle pour 3000 prisonniers. Parmi eux, on ne retrouve pas l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Pourquoi? Mais est-ce qu'elle a été jugée? Pas encore. Je vous ai déjà dit que... Parce qu'on donne une grâce à ceux qui ont été déjà jugés. Normalement, sauf erreur de ma part. La grâce présidentielle, disons, qui est donnée à ceux qui ont été déjà jugés et qui sont en train donc de purger des peines. Et le président de la République a le droit de le faire dans le cadre donc de la constitution donc ivoirienne. Je ne pense pas. La première dame, l'ex-première dame, va être jugée dans le cadre de ceux qui ont donc été arrêtés. La plupart d'ailleurs, comme vous le savez, ont obtenu des libertés provisoires. Disons que, et donc ont vu même des comptes dégelés. Mais certains, pas encore, parce que les instructions ne sont pas terminées, parce que, disons que les crimes dont ces personnes, pour lesquelles sont poursuivis, sont quand même importants. Il faut laisser la justice faire son rôle. Puisque les crimes sont si importants, l'ancien président est actuellement à La Haye, Charles Blé Goudet est également à La Haye. Pourquoi la justice ivoirienne ne transfère pas Mme Gbagbo à La Haye? Parce que son instruction avait été commencée avant, déjà, et qu'on estime que de ce côté-là, la Côte d'Ivoire actuellement mesure de juger un certain nombre de ces éléments-là. N'oubliez pas que Charles Blé Goudet n'était pas en Côte d'Ivoire, il était pris à l'extérieur. Vous voyez, alors que Mme Gbagbo était déjà en Côte d'Ivoire, il y a déjà l'instruction de son dossier. Donc je pense que tout ça arrive vers son terme et que la justice doit pouvoir juger les gens dans les mois à venir. Voilà. Le président Ouattara a déclaré que l'élection de 2015 serait démocratique. Selon vous, est-ce possible quand il y a encore ces crispations au sein de la société ivoirienne, nées évidemment de cette crise post-électorale? Elles le seront, je vous l'ai déjà dit. On a mis en place une commission électorale indépendante avec l'appui du NDI américain qui a rencontré un peu tout le monde et a fait des propositions. Initialement, vous savez qu'il y avait à peu près 13 ou 15 membres qui devaient être faits. À la demande donc, des partis de l'opposition, on est passé à 17 membres, comme vous le savez. Vous voyez que vous avez bien les données. Et que donc, le gouvernement a accepté donc, de le faire. Et nous arrivons maintenant à un consensus, puisque, de ce que je crois savoir, je ne suis pas à Abidjan, mais ce qui m'a été indiqué, ils seraient maintenant rentrés, alors qu'ils avaient refusé donc, de rentrer donc, dans la commission électorale d'indépendance.
Tout ça va permettre donc d'avoir des élections, je pense, ouvertes et transparentes et que le meilleur gagne. Je pense c'est ça qu'on cherche pour la Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Et merci pour la Voix d'Amérique, l'intérêt qu'elle porte.